Journée mondiale de lutte contre le paludisme dimanche prochain. Pour l'occasion, le ministre en charge de la Santé et l'ambassadrice des États-Unis au Burkina se sont rendus dans les locaux de la CAMEG. Les agents ont été félicités. Question de réconciliation nationale, le réseau des mouvements du Burkina s'est impliqué à travers un panel qui a posé la question de la contribution des acteurs de la société civile dans le processus. Les défis et les moyens de mise en œuvre ont été dégagés. Et puis, dernier hommage au défunt président tchadien Idriss Déby Itno. Plus d'une dizaine de chefs d'État étrangers, dont le président du Faso, étaient sur place à N'Djamena pour honorer donc la mémoire de cet homme décédé au front le 20 avril dernier. Bonsoir à tous, je suis très ravie de vous retrouver pour ce 20h. Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le paludisme commémorée le 25 avril prochain, dimanche donc, le ministre de la Santé et l'ambassadrice des États-Unis au Burkina ont effectué une visite dans les locaux de la CAMEG, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux. Il s'est agi de découvrir le fonctionnement de la centrale et d'encourager son personnel pour son engagement dans la prévention du paludisme. Maxime Djebambara. Le ministre de la Santé et l'ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso dans les locaux de la CAMEG, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux. Cette visite, qui entre dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, a permis aux visiteurs de s'imprégner du fonctionnement de la CAMEG, qui joue un rôle important dans la lutte contre le paludisme à travers l'approvisionnement en consommables médicaux. Il était donc question pour Sandra Clerc de saluer les efforts du personnel de la CAMEG dans la prévention contre cette maladie. Le gouvernement américain donne un soutien important au secteur de santé et nous avons coopéré avec la CAMEG et donc c'était pour moi un grand plaisir de voir le travail que nous faisons ensemble. Nous sommes dans la semaine de la journée de paludisme et je sais que ça c'est une maladie qui est très sévère ici au Burkina Faso et le gouvernement américain donne un soutien au gouvernement de Burkina Faso pour la prévention et le traitement de cette maladie. À travers cette visite guidée, l'ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso a pu s'imprégner des conditions de conservation des médicaments génériques et des consommables médicaux. Une conservation pas toujours facile pour la CAMEG, surtout en cette période de canicule. Grâce à l'appui du USAID du gouvernement américain, nous avons pu mettre en place des capteurs de température qui nous permettent de monitorer les variations d'humidité et de température sur toute la chaîne d'approvisionnement, des entrepôts centraux ici, jusque dans les régions. Dans nos camions, dans nos chambres froides, dans nos chambres à température ambiante, nous savons à tout moment quelle est la température et nous pouvons prendre en cas de hausse de température. On a des alertes qui arrivent directement sur un système et les responsables de la qualité peuvent tout de suite mettre en place un plan d'action pour pouvoir avoir une température idoine. Les next steps pour nous, c'est maintenant de travailler à avoir une sorte de bioclimatisation de nos entrepôts pour pouvoir être sûr que malgré les pics de température du mois d'avril, on puisse toujours conserver des températures idoines. Pour la directrice générale de la CAMEG, cette visite témoigne du rôle central de son institution dans le système sanitaire burkinabé à travers le stockage et la distribution des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux. Selon elle, des efforts sont sans cesse consentis pour l'amélioration de l'ensemble du dispositif afin de garantir aux populations l'accès aux médicaments de qualité et à moindre coût. Et dans le cadre de la semaine de sensibilisation sur le paludisme, le réseau d'accès aux médicaments essentiels, en collaboration avec l'ONG Speak Up Africa, a organisé une rencontre d'échange avec les organisations de la société civile. Cette rencontre donc vise la mise en place d'une approche intégrée dans la lutte conjointe contre le paludisme et également les maladies tropicales négligées. La rencontre à Ouagadougou aujourd'hui avec Abdourahim Nié. Première cause d'hospitalisation au Burkina Faso, le paludisme continue de faire des victimes malgré les efforts consentis par les différents acteurs pour lutter contre cette maladie.
Cette rencontre d'échange initiée par le réseau d'accès aux médicaments essentiels en collaboration avec l'ONG Speak Up Africa vise à inviter tous les acteurs de la société civile à adhérer à la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées. Tous les partenaires doivent être impliqués dans la lutte contre ces deux pathologies qui sont souvent des maladies qui ne sont pas très médiatisées par rapport à certaines autres maladies. Et nous avons voulu associer les communicateurs ainsi que les OSC, nos partenaires également des programmes nationaux, dans cet échange afin que nous voyions ensemble quelle approche intégrée nous pouvons trouver dans le cadre de la lutte contre ces trois pathologies. L'approche intégrée permettra d'associer tous les acteurs dans la lutte contre le paludisme et de susciter l'adhésion des populations aux actions de lutte, chose qui entre en droite ligne des objectifs du programme national de lutte contre le paludisme. Si 80% de la population utilise les moustiquaires, cela permet de réduire 50% de l'incidence. Nous avons commencé en 2010, mais l'incidence ne faisait qu'augmenter jusqu'en 2017. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? On comprend que les gens n'utilisent pas suffisamment les moustiquaires. La pulvérisation intradomiciliaire, on a encore des gens qui sont capables de refuser qu'on pulvérise dans leur domicile. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur le plan communicationnel. Je pense que c'est l'intérêt en fait de cette rencontre. Les actions de sensibilisation ont aussi pour but de faire connaître les maladies tropicales négligées et de faire des plaidoyers pour la prise en charge de ces malades par les autorités sanitaires. Cette rencontre a également permis de présenter le projet dénommé En marche vers Kigali. C'est un sommet continental qui se tiendra au Rwanda en juin prochain pour permettre de capitaliser les meilleures actions en matière de lutte contre le paludisme. Et plus tôt jeudi, le réseau d'accès aux médicaments essentiels RAM a livré son rapport de veille citoyenne 2020. Le gouvernement est félicité pour le changement positif constaté dans les centres de santé. Les agents de santé également pour le dévouement dans la prise en charge des patients. Néanmoins, plusieurs difficultés et dysfonctionnements ont été signalés par les premiers acteurs du domaine et aussi au niveau des patients. Samira Ouedraogo et Mickaël Toukri. Rupture de médicaments antipaludéens ou encore de la tuberculose, du VIH-Sida dans les différentes régions du Burkina. C'est l'une des révélations faites par le réseau d'accès aux médicaments essentiels. Toutes nos excuses pour cet élément qui ne se termine pas. Nous reviendrons certainement là-dessus dans nos prochaines éditions. Nous poursuivons ce journal. Le réseau des mouvements du Burkina a organisé ce 23 avril un panel sur la contribution des acteurs de la société civile dans le processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale au Burkina. Donc, défis et moyens de mise en œuvre. C'est le lieu donc pour les participants à ce panel d'échanger entre autres sur les meilleures pratiques et moyens à mettre en œuvre pour une réconciliation nationale effective au Burkina. Sanata Serré. La réconciliation nationale est aujourd'hui l'une des plus grandes priorités du pays des hommes intègres. Le réseau des mouvements du Burkina Faso, RMBF, pour jouer sa partition dans la mise en œuvre du processus de réconciliation, a animé un panel ce vendredi sur la contribution des acteurs de la société civile dans le processus de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Il s'agira pour eux, au cours de ce panel, de s'approprier le contenu de la réconciliation, déterminer les grands défis et examiner les modalités de contribution au renforcement de l'expertise de la société civile. La réconciliation durable, de notre point de vue, recommence d'abord sur la bonne gouvernance. Parce que nous sommes des pays pauvres, et quand on parle carrément de pays pauvres, là, quand vous parlez de la réconciliation, l'État doit mettre l'argent. Et cet argent pouvait peut-être servir à faire autre chose, si on ne parlait pas de réconciliation. Nous pensons que lorsqu'il y a la bonne gouvernance, parce que la bonne gouvernance, là, elle n'est pas en fait même que financière, elle est administrative. Il y a un certain nombre de choses en fait même qui accompagnent cette bonne gouvernance-là. Parce que si on parle de réconciliation et on ne parle pas de bonne gouvernance, nous allons retomber dans les mêmes travers. Parce que c'est la bonne gouvernance-là qui conditionne carrément une réconciliation véritable. En organisant ce panel-là, nous aurons carrément la substance du panel. Et nous allons produire en fait même un rapport du panel-là, où nous allons déposer ça à qui de droit. Le RMBF dit même avoir déposé une demande d'audience au niveau du ministère en charge de la réconciliation nationale afin de rencontrer le ministre Zéphirin Diabré. Une demande qui jusque-là est restée sans suite. Nous nous demandons purement et simplement. C'est-à-dire que nous avons des propositions que nous ne négocions pas pour qu'on nous rencontre.
Parce que la réconciliation, ce n'est pas la réconciliation des diabrés. C'est une réconciliation qui est nationale. Donc, en fait, tous les acteurs doivent être impliqués. Donc, nous demandons en fait que nous sommes toujours dans l'attente carrément de voir l'aboutissement, en tout cas même, de notre demande carrément d'audience. Parce que c'est un travail que nous avons déjà commencé. Et nous pensons qu'une fois en fait, que nous rencontrons, c'est que nous avons en plus carrément le panel là. Nous pouvons carrément le verser ça pour qu'ensemble, on ait carrément fait une réconciliation que nous jugeons en tout cas une réconciliation durable et synonyme carrément de paix et de prospérité carrément pour le Burkina Faso. Le parrain de l'activité, Cheikh Mouaz Ouedraoua, salue la tenue de ce panel qui va contribuer, selon lui, à la préservation de la cohésion sociale et de la paix au Burkina Faso. Je ne fais que remercier Dieu et le fait que le Seigneur a inspiré des gens dans la société civile qui ont aussi initié cette initiative. Vous savez, au Burkina Faso, ici, actuellement, ce que nous avons besoin de plus, c'est la paix. Il ne peut pas avoir la paix dans un pays où il n'y a pas de réconciliation. Si il y a eu des réconciliations entre les fils et filles du pays, il y aura la paix. Et s'il y a la paix, il y aura le développement. Il est attendu des participants au sortir de ce panel une capitalisation des meilleures pratiques en matière de réconciliation et de cohésion sociale, des résolutions et recommandations fiables qui vont contribuer à la mise en œuvre du processus de réconciliation nationale. Le centre de dialogue humanitaire tient depuis aujourd'hui à l'université Joseph Kizerbo un symposium national de la jeunesse. Cette activité entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet La Voix des jeunes du Sahel qui tire à sa fin durant 2 jours donc. Les jeunes venus des 13 régions du Burkina échangeront sur la valorisation des bonnes pratiques et le partage d'expériences en matière de dialogue entre jeunes et autorités. Reportage. Les jeunes sont venus des 13 régions du Burkina Faso et des pays du G5 Sahel pour prendre part à ce symposium qui vise à partager les bonnes pratiques du projet La Voix des jeunes du Sahel. Le projet a pour cheval de bataille l'intégration de la jeunesse au processus de prise de décision politique et socio-économique au niveau local, régional et international, nous confient les initiateurs du symposium. Vous avez là ici présent ce symposium environ 300 participants avec qui donc, les bénéficiaires directs du projet vont partager les bonnes pratiques donc, dans le cadre de la mise en œuvre du projet et tenter donc un passage à l'échelle, c'est-à-dire comment envisager par exemple que le dialogue local qui a produit donc tous ces résultats et qui a eu donc assez d'effets et d'impact donc dans les régions de mise en œuvre. Donc comment ce dialogue local peut être pris en charge donc de façon formelle ou informelle donc par ces associations de jeunesse avec les autorités, de sorte à pouvoir quand même discuter autour des préoccupations liées à la jeunesse dans chacune des régions. Ce symposium est placé sous la présidence du ministre de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, représenté par son directeur de cabinet. Après avoir transmis les félicitations du ministre aux jeunes, ce dernier a laissé entendre que le ministère de la Jeunesse répondra toujours présent pour l'accompagnement de ce genre d'initiative. Nous sommes venus témoigner notre solidarité, notre accompagnement aux jeunes du Burkina Faso venus de toutes les régions pour échanger et faire donc le bilan du projet La Voix des jeunes du Sahel, lancé donc depuis 2017, donc je l'ai dit tantôt, et qui a généré beaucoup de résultats à travers donc les exercices de présentation qui ont été fournis en salle tout à l'heure. Alors le ministère de la Jeunesse, une fois de plus, marque sa disponibilité à accompagner ce projet et nous réitérons donc le souhait de voir des projets de ce type-là se multiplier à l'endroit de la jeunesse. Rappelons que le Centre pour le dialogue humanitaire, initiateur du projet La Voix des jeunes du Sahel, est une organisation de diplomatie fondée sur les principes d'humanité, d'impartialité et d'indépendance. Sa mission est de contribuer à prévenir, atténuer et résoudre les conflits par le dialogue et la médiation. Un reportage de Abdoulrahim Tapsoba qui porte la voix de Nelly Tapsoba. La commune de Ouagadougou est respectueuse des normes nationales en matière de gestion des finances publiques. C'est ce que révèlent les résultats du rapport de la 2e évaluation des finances publiques de la commune de Ouagadougou par la méthodologie PEFA. La restitution des résultats du rapport donc a eu lieu jeudi dernier à l'hôtel de ville. Maxime Jodbambara pour en parler. De cet atelier de restitution des résultats de la 2e évaluation des finances publiques de la commune de Ouagadougou, il ressort que l'institution de Armand Pierre Bewende
a consenti des efforts en matière de respect des normes nationales régissant les collectivités territoriales, mais l'on note tout de même des insuffisances liées au non-respect des règles et standards de gestion au plan international. Nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Sur le plan, comme l'a dit le directeur de l'AFD tout à l'heure, sur le plan de la communication, sur le plan de la participation citoyenne, pour que les populations puissent savoir ce que la commune investit pour eux et à leur profit, et également pour qu'elles puissent mieux guider les choix d'investissement qui sont faits. Donc à ce niveau, nous avons beaucoup d'efforts à faire. Et également, au niveau de l'État, nous avons un plaidoyer à faire afin que les normes internationales de la tenue des comptes, la manière de faire les rapprochements au niveau des différents comptes administratifs et financiers puissent respecter un certain nombre, ce qui va permettre d'avoir des critères d'évaluation standards. Les experts se régissent par contre de la tenue à bonne date des débats budgétaires au niveau du conseil municipal. La revue PEFA, dépenses publiques et responsabilités financières, est un exercice de redevabilité auquel la commune de Ouagadougou se soumet avec l'appui de la Cour des comptes du Burkina Faso et celle de la France. Et pour cet exercice, la commune de Ouagadougou bénéficie de l'appui financier de l'Agence française de développement. L'objectif de ce travail, c'est de rendre compte de manière publique, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui par cet atelier de restitution, de la situation des finances publiques, dans ce que les finances publiques ont de marge de progression, et on vient de constater à l'aune de la restitution qu'il y a un certain nombre de marges de progression, mais aussi de points d'amélioration qui sont encore attendus. C'est un exercice de démocratie municipale que Monsieur le maire rend ici en rendant compte de la gestion dans toutes ses dimensions financières. C'est la gestion budgétaire, c'est la gestion de la dépense publique. Pour Arma Pierre Benwende, c'est un exercice courageux qui permet à la commune de prendre des résolutions pour une gestion financière vertueuse. À l'en croire, ce programme d'amélioration de la gestion des finances publiques par la méthodologie PEFA entre en droite ligne de la volonté de la commune de Ouagadougou de se doter d'outils modernes de gestion financière qui lui permettront non seulement de faire des réformes dans la gestion financière publique, mais aussi d'être viable et d'accéder directement à des ressources financières extérieures. Et dans la suite de ce journal, nous vous dévoilons le visage de Ornella Ruth Kevin Bassila. Elle est heureuse gagnante de la compétition, donc ambassadrice Orange des régions, et remporte 12 millions de francs CFA. Elle a défendu un projet d'aide à l'éducation et elles étaient 13 candidates à défendre leur projet devant un jury lors de cette finale donc de la compétition, première édition, portée par Orange Burkina. Les détails de la finale dans ce compte-rendu signé Fatima Tanikiema. Ornella Ruth Kevin Bassila, candidate de la région du Centre-Sud, est la toute nouvelle ambassadrice Orange des régions. Elle remporte cette première édition de la compétition avec son projet dénommé le réaménagement de Kumpia. La somme de 10 millions de francs CFA qu'elle vient d'obtenir lui permettra de venir en aide à une école située dans la province du Naouri, plus précisément à Tiébélé. C'est une école où je suis allée en 2019. Et la première fois que je suis arrivée là-bas, ils avaient à peine des latrines. On était juste allés pour leur donner des fournitures et les accompagner avec des habits. Et quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que là-bas, la scolarité était de 2000 francs. Vous imaginez 2000, mais ils n'arrivent même pas à accéder à avoir cette scolarisation-là. Selon le directeur général de Orange Burkina, cette compétition, ambassadrice Orange des régions, a pour ambition de promouvoir l'inclusion financière par le numérique. Elle vise également, selon lui, la promotion de l'égalité des chances. L'objectif, c'est de donner la chance aux jeunes qui n'ont pas accès à des plateformes pour s'exprimer, présenter leurs projets et à la clé avoir un accompagnement financier et même du coaching, du mentoring, de façon à connaître certaines techniques pour monter des dossiers, pour les défendre. Voilà, vous avez vu que ces jeunes dames-là, en 1 minute, elles ont pu quand même présenter des dossiers et résumer quand même le business plan et puis l'objectif du projet, où elles vont, ainsi de suite, avec beaucoup d'expertise, déjà en 2 mois de travail. Adja Fatimata Ouattara, ministre de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale, et marraine de cette première édition de l'ambassadrice Orange des régions, salue l'initiative. Elle promet par ailleurs accompagner les projets qui n'ont pas été retenus.
C'est des projets que nous allons garder à côté. Nous allons voir nous aussi à notre niveau comment renforcer, comment accompagner ces projets qui n'ont pas été primés. Les projets qui ont été primés, nous allons avoir un regard là-dessus. Mais les projets qui n'ont pas été primés, nous allons voir nous aussi à notre niveau comment les accompagner pour qu'il y ait vraiment l'impact parce que le développement c'est déjà à la base. Selon les promoteurs de cette compétition, elle sera pérennisée. Rappelons que la gagnante de la compétition est répartie avec 12 millions de francs CFA, un smartphone, 30 gigas de connexion et un kit Orange. Le deuxième projet a remporté la somme de 1 500 000 francs CFA, plus un smartphone, 30 gigas de connexion et un kit Orange. La dernière primée s'en est sortie avec 1 million de francs CFA, 20 gigas de connexion, un smartphone et un kit Orange. Et puis dans le reste de l'actualité, ce 23 avril, le Tchad a rendu un dernier hommage au président maréchal Idriss Déby Itno, décédé le 20 avril dernier des suites de ses blessures dont il a été victime dans des combats contre des rebelles. Itno a perdu la vie juste après sa réélection et après avoir dirigé son pays pendant 30 ans. Plus d'une dizaine de chefs d'État étrangers, dont le président du Faso, ont fait le déplacement de N'Djamena. L'on note également la présence du président français Emmanuel Macron. On fait le point avec Geoffroy Var. Les obsèques d'Idriss Déby ont eu lieu ce vendredi 23 avril à N'Djamena. Plusieurs chefs d'État et représentants d'institutions internationales ont fait le déplacement. Les présidents Roch Kaboré, Faure Gnassingbé, Alpha Condé, Félix Tshisekedi ou encore Faustin Archange Touadéra étaient ainsi présents place de la Nation pour rendre hommage au maréchal. Le président congolais Félix Tshisekedi a rendu hommage à Idriss Déby en parlant de sacrifice pour son peuple. Le président de la RDC, également président en exercice de l'Union africaine, a invité le peuple tchadien à l'unité et au respect des règles démocratiques édictées par la Constitution. Dans son hommage au président défunt, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a insisté sur l'engagement militaire commun au Sahel. L'annonce de son décès tragique a provoqué une onde de choc dans notre espace sahélien, en Afrique et dans le monde. Je voudrais ici saluer l'engagement du maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno, dans le combat difficile que nous avons mené ensemble contre le terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad, et que nous poursuivrons en sa mémoire. En engageant les troupes tchadiennes aux côtés de nos forces armées sur le théâtre des opérations, il a toujours su faire preuve d'une solidarité sans faille à l'égard de nos pays et de notre région. Le président français Emmanuel Macron, dans son oraison funèbre, a lui assuré que son pays restera aux côtés du Tchad. À l'attention du Conseil militaire de transition présidé par le jeune général Mahamad Déby, il a appelé à promouvoir la stabilité, l'inclusion et le dialogue. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacé, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. La France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura ce rôle à jouer. Alors que la charte publiée le mercredi 21 avril dernier confère les quasi-pleins pouvoirs au président du Conseil militaire, le président Macron et ses homologues sahéliens ont insisté sur le fait que cette transition devrait s'appuyer sur d'autres organes que le seul Conseil militaire. Parmi les absences remarquées à ces obsèques, celles de Paul Biya et de Ali Bongo Ondimba qui se sont fait représenter, la dépouille mortelle de l'ancien président tchadien s'est ensuite envolée à Amdjaras, une localité qui jouxte son village natal, à la frontière soudanaise pour être inhumée dans l'intimité familiale. Un moment de recueillement dans un Tchad qui reste préoccupé par ce que lui réserve l'après-Déby, le maréchal, aux 3 décennies de pouvoir. Et puis, vous savez, les problèmes d'électricité connus au Burkina sont les mêmes que vivent les Maliens dans la période de forte chaleur. À Bamako, cela a valu un regroupement de jeunes lors d'un sit-in dispersé hier jeudi. Ces citoyens maliens ont voulu crier leur ras-le-bol donc face aux coupures d'électricité qu'ils subissent chaque année dans la période de mars, avril et mai. 3 manifestants devant la nationale de l'électricité au Mali donc ont été arrêtés lors de ce sit-in. Correspondance avec Bourema Soulou.
sans solution face aux coupures intempestives d'électricité, le ministre malien de l'énergie s'est contenté d'annoncer un ambitieux projet de 2300 milliards de francs CFA. Une déclaration jugée insultante par le collectif Stop Délestage qui a décidé de montrer son indignation à travers ces sites. On voit un ministre qui est hors sujet et qui n'est pas en rapport avec l'État malien, qui n'est pas en rapport du tout avec le gouvernement. Et le ministre vient demander plus que le budget national, que c'est à travers ça que lui peut résoudre le problème d'une seule société malienne. Et le Mali compte 20 millions d'habitants. Il a demandé 2300 milliards de francs CFA, qui est plus que le budget national, pour résoudre seulement le problème d'électricité au Mali. Le ministre est hors sujet, il doit être radié. Le sitting n'a pas été autorisé par le gouverneur du district de Bamako pour l'intervention des forces de l'ordre pour disperser les manifestants à coups de gaz lacrymogènes. Nous avons constaté qu'à cette période correspondant au mois de mars et au mois d'avril, notre pays est confronté à un délestage massif. Et nous sommes venus devant l'EDM aujourd'hui pour réclamer nos droits. Regardez ce qu'ils ont fait de nous. Regardez ce qu'ils ont fait de nous. Comme si nous sommes des vulgaires personnes. L'usage excessif de la force par les policiers pour un sitting est un recul démocratique, dénonce Issa Kaba Sidibé, un autre manifestant. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est en train de piétiner ces libertés. Vraiment, on est désolé. On est désolé pour notre pays parce que même les plus grands dictateurs ont autorisé les manifestations, surtout un sitting qui n'a rien à voir avec la violence. Ils ont venu nous gazer. Vraiment, on est désolé. C'est lui qui a donné l'autorisation. On va lui demander des comptes rendus. Pourquoi il a donné l'autorisation à ses forces de l'ordre de venir gazer un sitting? Malgré la répression de ce jeudi, les responsables du collectif Stop Délestage prévoient revenir dans une semaine. Les manifestants exigent aussi l'arrêt des groupes électrogènes qui tournent à tout moment dans les ministères et chez les autorités qui ne connaissent pratiquement pas de délestage. Et avant de refermer ce journal, je vous propose de retrouver Assami Touré sur son plateau de Sport 3. Bonsoir Sonia, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Assami Touré, vous êtes tout jaune ce soir. Bien sûr, Sonia Kopti, oui, ce soir on est en jaune pour présenter l'émission Sport 3. Bien, alors dans cette émission, vous parlez de Salitas qui est éliminé en Coupe CAF et puis également de la 8e édition, de la 8e finale de la Coupe du Faso. Exactement, Sonia Kopti. On va démarrer avec l'élimination de Salitas en Coupe CAF. Rappelez-vous que Salitas s'était qualifié en phase de groupe de cette compétition, la Coupe de la Confédération africaine de football. Et malheureusement, lors de la 5e journée, Salitas perd au CS Faxien 2-0. Donc synonyme d'élimination. Mais Salitas qui va jouer un dernier match en Tunisie, ça sera mercredi prochain. Mais donc déjà retenez que Salitas est éliminé de cette compétition. Donc on parlera également des 8e de finale de la Coupe du Faso. On connaît déjà les qualifiés pour les quarts de finale. On en parlera dans cette émission, bien sûr, avec les décodeurs, Sonia. Oui, et puis l'un de vos décodeurs est déjà sur place, c'est Adama Salambere. Effectivement, Adama Salambere est sur le plateau. Bonsoir Adama. Bonsoir Assami, bonsoir à tous les téléspectateurs. On est encore ravis d'être là pour partager un peu avec les téléspectateurs toutes les émissions, toute l'actualité sportive. Voilà, Adama Salambere, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente émission. Merci Sonia Kopti également. Et voilà donc pour le 20h ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent début de week-end. Je vous retrouve demain à 20h.